Papa, elle ne peut pas acheter de dinde de Noël pour sa fille. La voix du petit garçon de 6 ans trancha le silence du supermarché Monoprix comme une lame affûtée. Tous les clients dans la file d'attente se tournèrent pour regarder. Marc Villiers, PDG, millionnaire, sentit son visage s'embraser de gêne, mais ce n'était rien comparé à ce que ressentait la femme devant lui. Viviane Tallier, une mère célibataire de 28 ans, venait de remettre silencieusement une dinde de Noël à 35 € sur l'étagère réfrigérée. 35 € qu'elle n'avait pas. Pas avec les factures en retard, pas avec les dépenses de médicaments pour sa fille qui étouffaient encore son budget. Sa main avait tremblé en tenant la dinde, imaginant le visage de la petite Chloé s'illuminer devant un vrai repas de Noël. Mais maintenant, avec les mots brutalement honnêtes de l'enfant résonnant dans l'allée, Viviane sentit des larmes brûlantes d'humiliation couler sur ses joues. Elle attrapa son sac de courses, contenant seulement des pâtes, de la sauce tomate et du poulet premier prix, prit la main de sa fille de 7 ans et s'enfuit du supermarché, les épaules secouées par des sanglots étouffés. Marc resta figé. Pour la première fois depuis 3 ans, depuis la mort soudaine de sa femme, il ressentit autre chose que l'engourdissement qui avait consumé son âme. Il vit dans cette femme une douleur différente de la sienne, mais tout aussi dévastatrice. Et quelque chose en lui se fissura. « Papa, pourquoi est-ce qu'Élise partie si vite? »« Elle est fâchée contre moi, » demanda Sébastien, confus par la tension qu'il avait provoquée. Marc regarda son fils, puis la sortie, où la femme avait disparu. Il ne le savait pas encore, mais ce moment embarrassant dans un supermarché ordinaire allait changer leur vie à jamais. Parfois, les plus belles histoires d'amour naissent dans les endroits les plus improbables, à partir des mots les plus douloureux. C'est l'histoire de la façon dont une dinde de Noël, une humiliation publique et l'innocence d'un enfant transformèrent 2 familles brisées en quelque chose de beau et d'entier. Les néons du supermarché Monoprix bourdonnaient au-dessus de Marc Villiers tandis qu'il poussait son chariot dans les allées. Son fils de 6 ans, Sébastien, était assis dans le siège avant, balançant ses jambes d'avant en arrière. C'était la veille de Noël et le magasin vibrait d'une énergie frénétique. Les familles se précipitaient, les chariots débordant d'ingrédients pour des festins de fête élaborés. Marc sentit le poids familier de la solitude s'abattre sur ses épaules alors qu'il prenait machinalement les produits de sa liste. « Papa regarde toutes les dindes !» s'exclama Sébastien en pointant la section réfrigérée remplie de volailles de toute taille. Ses cheveux blonds captèrent la lumière. Et un instant, Marc revit Camille dans les yeux bleus clairs de son fils. La ressemblance le frappait toujours comme un coup de poing, même 3 ans après sa mort soudaine. « Oui, mon grand, on va en prendre une aussi, » répondit Marc d'une voix monotone. Il attrapa une dinde fermière bio à 80 €. L'argent n'avait plus aucune importance pour lui. En tant que PDG de Villiers Technology, il pouvait en acheter 1000, sans hésiter, mais aucune ne pourrait lui rendre ce qu'il avait perdu. Sébastien observa le visage de son père avec cette sagesse étrange que les enfants possèdent parfois. « On va encore être tristes à Noël, papa. » La main de Marc se figea sur la dinde. Il baissa les yeux vers son fils, vers ses yeux innocents qui avaient déjà vu trop de chagrin pour leur âge. « On va essayer d'être heureux, Sébastien. Maman voudrait qu'on le soit. »« Elle me manque, » murmura l'enfant. « Je sais, mon fils. Elle me manque aussi. » Marc posa la dinde dans leur chariot, déjà chargé d'ingrédients coûteux, sauce aux RL importée, farce artisanale, légumes bio, une bouteille de vin qui coûtait plus que le budget hebdomadaire de la plupart des gens. Rien de tout cela ne comblait le vide. Ils se dirigèrent vers la file de caisse, rejoignant les autres clients. L'esprit de Marc vagabondait l'affaire qu'il devait conclure. La semaine suivante, les rapports trimestriels sur son bureau, tout ce qui pouvait le distraire de cette fête qu'il redoutait. « Papa,
Sébastien tira sur sa manche avec insistance. « Papa regarde. » Marc suivit le regard de son fils, jusqu'à la femme qui se tenait derrière eux dans la file. Elle était jeune, probablement dans la vingtaine, avec de longs cheveux blonds attachés en une simple queue de cheval. Elle portait une tenue d'aide-soignante, sous un manteau d'hiver usé, et son visage reflétait l'épuisement de quelqu'un qui travaille trop. À côté d'elle se tenait une petite fille d'environ 7 ans, serrant dans ses mains une feuille couverte de dessins au crayon de couleur. Le chariot de la femme ne contenait que l'essentiel, une boîte de pâtes, un pot de sauce tomate premier prix, une miche de pain blanc, quelques filets de poulet et 1 litre de lait. Marc remarqua qu'elle jetait sans cesse des regards vers la section réfrigérée près des caisses où des dindes plus petites étaient exposées avec des étiquettes oranges indiquant des promotions. La fillette qui avait les mêmes cheveux blonds que sa mère leva ses grands yeux bruns. « Maman Duret a dit qu'on devait avoir de la dinde pour Noël. Elle a demandé à tout le monde ce qu'ils allaient bien manger. » Viviane sentit son cœur se serrer. Elle s'accroupit, ignorant la douleur dans ses genoux, après 12 heures de service à l'hôpital, et écarta une mèche de cheveux du visage de sa fille. « Je sais, ma chérie, mais souviens-toi de ce que je t'ai dit. Parfois, on fait les choses différemment, et c'est très bien comme ça. » Chloé hocha la tête, mais Viviane vit la déception dans les yeux de sa fille. La petite fille avait mis tout son cœur dans ce dessin, fait à l'école, une image de leur famille autour d'une table de Noël, avec au centre une grande dinde dorée. Viviane l'avait trouvée la veille dans le cartable de Chloé et avait passé 1 heure à pleurer dans la salle de bain, après que sa fille se fût endormie. Tandis qu'elles avançaient lentement dans la file, les yeux de Viviane dérivèrent vers le présentoir des dindes. La moins chère coûtait 35 €. 35 € qu'elle n'avait pas. Pas avec la facture d'électricité en retard. Pas avec Chloé qui avait besoin de nouvelles chaussures parce qu'elle avait grandi. Pas avec les factures de pharmacie liées à la pneumonie de l'année précédente qui continuaient d'arriver par la poste comme des rappels cruels de combien elle avait failli perdre sa fille. Elle tendit la main ses doigts, effleurant le plastique froid d'une dinde de 5 kilos. Juste un instant, elle imagina le visage de Chloé s'illuminant un vrai repas de Noël, même si cela signifiait qu'elle devrait manger du riz et des haricots pendant 2 semaines. Sa main trembla lorsqu'elle la souleva pour regarder l'étiquette du prix, 34,99 €. Chloé tira sur le manteau de sa mère. « On achète une dinde. »« Maman. » Viviane regarda le visage plein d'espoir de sa fille, le dessin serré dans ses petites mains, la dinde crayonnée qui ne ressemblait en rien à la réalité, mais qui incarnait un rêve d'enfant. Elle sentit le poids de la volaille dans ses bras, le poids de toutes les décisions prises depuis que le père de Chloé était parti 2 ans plus tôt. Le poids d'avoir 28 ans et de se sentir en avoir 50. « Tu sais quoi, ma puce ?» dit Viviane, la voix enjouée malgré la fissure dans sa poitrine. « Je pensais qu'on pourrait faire quelque chose de spécial cette année. Quelque chose rien que pour nous 2. Et si on faisait notre gratin de pâtes? Spécial, celui avec le fromage que tu adores. Et on pourra y ajouter le poulet pour le rendre encore meilleur. On cuisinera ensemble. On mettra nos tabliers. On fera une vraie fête, juste toi et moi. » Elle reposa soigneusement la dinde dans le rayon réfrigéré, essayant de ne pas la voir comme le symbole de tout ce qu'elle ne pouvait pas offrir à sa fille. Chloé regarda la dinde, puis sa mère, puis son dessin. À 7 ans, elle apprenait déjà à lire entre les lignes, à comprendre ce que sa mère ne disait pas. « J'aime quand on cuisine ensemble, maman, » dit-elle d'une voix calme, même si ses yeux trahissaient qu'elle avait compris. « Tes pâtes sont meilleures que la dinde, de toute façon. » Viviane attira sa fille contre elle, retenant ses larmes. « Je t'aime tellement, Chloé. Tu es une enfant merveilleuse. » Derrière elle, Sébastien Villiers avait tout observé, avec la lucidité brutale d'un enfant de 6 ans. Il ne comprenait pas les factures, ni les problèmes d'argent, ni les dépenses de médicaments.
Mais il comprenait la tristesse. Il baignait dedans depuis la mort de sa mère, et il la reconnaissait dans l'affaissement des épaules de cette femme, dans la façon dont elle avait reposé la dinde, comme si cela lui faisait physiquement mal. « Papa, dit-il d'une voix claire, dans le silence entre deux transactions, cette dame ne peut pas acheter de dinde pour sa petite fille. C'est Noël. Tout le monde doit avoir de la dinde à Noël. » Les mots fendirent l'air comme une lame. Toutes les personnes autour se tournèrent. Le visage de Viviane devint cramoisi. Elle sentit les regards, le poids de l'humiliation publique s'abattre sur elle comme un linceul. Marc Villiers sentit son propre visage s'enflammer de gêne, pas pour lui, mais pour cette femme. Pour l'observation innocente, mais dévastatrice de son fils. « Sébastien », commença Marc à voix basse, mais le mal était fait. Les mains de Viviane tremblaient, tandis qu'elle posait ses articles sur le tapis de caisse. Elle ne pouvait pas lever les yeux, ne pouvait croiser aucun regard. La caissière, une femme âgée, nommée Madame Duret, qui travaillait chez Monoprix depuis 20 ans, enregistra ses achats avec une rapidité inhabituelle, le visage empreint de compassion. « Cela fera 18,75 €, ma chère, » dit-elle doucement. Viviane fouilla dans son portefeuille et sortit un billet de 20 €, l'un des derniers de sa dernière paie. Tout le reste avait déjà été alloué, déjà dépensé, avant même d'être gagné. Ses mains tremblaient, entendant l'argent. « C'est pas grave, maman, » murmura Chloé, en serrant la main de sa mère. « J'ai pas besoin de dinde, j'ai juste besoin de toi. » Quelque chose se brisa en Viviane. Une larme glissa sur sa joue, puis une autre. Elle attrapa son sac de course, prit la main de Chloé et marcha aussi vite qu'elle le put vers la sortie. Sa vision se brouilla de larmes de honte, de frustration et de l'épuisement écrasant d'essayer sans cesse, sans jamais suffire. Marc resta immobile, sa dinde bio hors de prix lui semblant soudain obscène dans son chariot. Il regarda Sébastien qui paraissait confus face à la tension qu'il avait créée. « Papa, pourquoi est-ce qu'elle est si partie si vite? Elle est fâchée contre moi. » « Non, mon fils, elle n'est pas fâchée contre toi. » La gorge de Marc se serra. Il ne se souvenait plus de la dernière fois où il avait ressenti quelque chose d'aussi fort, d'aussi immédiat. Depuis 3 ans, il était engourdi, survivant mécaniquement. Mais en voyant cette femme s'éloigner les épaules secouées de sanglots contenus, sa fille essayant de la consoler, quelque chose s'était rouvert en lui. La caissière commença à enregistrer ses articles, mais Marc n'y prêta guère attention. Son esprit tourbillonnait. Qui était-elle? Pourquoi était-elle seule? Où était le père de l'enfant? Et pourquoi cela comptait-il autant pour lui? « Cela vous fera 243,67 €, dit Madame Duret, sa voix le ramenant au présent. Marc tendit machinalement sa carte bancaire. Pendant qu'elle ensachait ses courses, Madame Duret dit doucement. « C'est Viviane Tallier, » dit doucement Madame Duret. Elle travaille comme aide-soignante à l'hôpital Sainte-Marie. Elle fait souvent des doubles journées. Ça fait environ 2 ans qu'elle fait ses courses ici, toujours avec sa petite fille. Elle ne se plaint jamais, toujours polie, même quand la vie la malmène. Madame Duret leva les yeux vers Marc, avec une lueur de compréhension. Certaines personnes tiennent à peine debout, et pourtant, elles le font avec plus de grâce que ceux qui ont tout. Marc prit ses sacs en silence, les mots de la caissière résonnant dans son esprit. En marchant vers sa voiture, une berline modeste qu'il utilisait au quotidien au lieu de la Mercedes qui dormait dans son garage, Sébastien resta inhabituellement silencieux. « Papa, dit-il, tandis que Marc l'attachait dans son siège auto. Maman disait toujours qu'on devait aider les gens. Est-ce qu'on peut aider cette dame et sa fille? » Marc regarda son fils. Le regarda vraiment et y vit non seulement les traits de Camille, mais aussi son cœur. Camille avait toujours été la généreuse, celle qui voyait, celle qui tendait la main. Il avait enterré cette part de lui en même temps qu'il l'avait perdue.
Mais peut-être n'était-il pas trop tard pour s'en souvenir. Peut-être qu'on peut, Sébastien. Peut-être qu'on peut. Cette nuit-là, Marc Villiers ne trouva pas le sommeil. Le visage de cette femme hantait son esprit, la façon dont sa main avait tremblé en reposant la dinde, la manière dont sa fille avait tenté d'être courageuse. Il se leva, alla dans son bureau, celui aux grandes baies vitrées donnant sur le Rhône. Les lumières de Lyon scintillaient en contrebas, et quelque part, cette femme et sa fille se préparaient à passer un réveillon de Noël sans dinde. Il ouvrit son ordinateur portable et fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il engagea un détective privé. Le lendemain midi, jour de Noël, un dossier l'attendait sur son bureau. Viviane Tallier, 28 ans. Mère célibataire, père de l'enfant inconnu parti, quand Chloé avait 5 ans, employée à l'hôpital Sainte-Marie, comme aide-soignante travaille environ 60 heures par semaine sur 2 équipes. Revenu mensuel à peine au-dessus du SMIC. Frais médicaux d'environ 43 000 € liés à la pneumonie de sa fille hospitalisée 2 semaines l'année passée. Assurance ayant remboursé une partie, mais pas tout. 2 mois de retard, de loyer à vie d'expulsion reçu. Aucune famille dans la région, aucun soutien. Marc contempla le dossier, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis 3 ans, un but. Mais aussi de la honte. Cette femme se tuait au travail pour survivre, pour offrir une vie décente à sa fille. Et lui, il était assis dans son appartement terrasse avec plus d'argent qu'il ne pourrait en dépenser en 10 vies. Que pouvait-il faire? Il ne pouvait pas simplement se présenter chez elle avec un chèque. Elle avait été humiliée publiquement et son fils avait, sans le vouloir, révélé sa blessure la plus profonde. Elle lui claquerait probablement la porte au nez. Sébastien apparut dans l'embrasure de la porte, serrant son ours en peluche préféré, celui que Camille lui avait offert pour son 3e anniversaire. « Papa, quand est-ce qu'on va manger notre dinde? » Marc regarda la table du salon où la gouvernante Madame Chen avait préparé un repas somptueux resté intact. Chaque année, elle cuisinait pour 10 personnes, et chaque année, Marc et Sébastien n'en mangèrent que quelques bouchées avant de jeter le reste. C'était du gaspillage triste et révélateur de tout ce qui n'allait pas dans sa vie. « Sébastien, dit-il, et si on faisait quelque chose de différent cette année? » Les yeux du garçon s'illuminèrent. Différent comment? Et si on apportait notre dîner à quelqu'un qui en a plus besoin que nous? Le visage de Sébastien s'éclaira d'un vrai sourire, le premier depuis des semaines. À la dame et à sa fille du magasin. Peut-être, tu aimerais ça. Oui, maman aurait aimé aussi. Les larmes montèrent aux yeux de Marc. Son fils de 6 ans comprenait la générosité mieux que lui. Tu as raison, mon grand, elle aurait aimé. 20 minutes plus tard, Marc chargea sa voiture de boîtes de nourriture, dinde farce purée haricots verts sauce aux érelles, 2 types de tartes. Il avait l'adresse grâce au dossier. Il savait que c'était insensé, que cela pouvait très mal tourner. Mais pour la première fois depuis la mort de Camille, il avait l'impression de faire quelque chose qui comptait. Le trajet jusqu'à l'appartement de Viviane, dans le quartier des Brotteaux, prit un quart d'heure. L'immeuble était ancien, mais bien entretenu, typique des quartiers ouvriers, où les familles vivaient de paix en paix, mais essayaient de bâtir un foyer malgré tout. Marc trouva le numéro 3B. Il monta les escaliers, Sébastien, bondissant à côté de lui, un plat de petits pains dans les bras. Marc frappa à la porte, le cœur battant, comme il ne l'avait plus fait depuis qu'il avait demandé Camille en mariage 9 ans plus tôt. La porte s'ouvrit à demi, la chaîne encore accrochée. Le visage de Viviane apparut, et Marc vit la reconnaissance se peindre dans ses yeux, suivi immédiatement par l'embarras. « Mon Dieu » murmura-t-elle, « vous êtes l'homme du magasin. Je suis désolée d'être partie comme ça. Votre fils ne voulait pas être méchant. Je ne veux pas d'ennui. » « Non, aucun souci, » répondit rapidement Marc. « C'est moi qui devrais m'excuser.
Ce que mon fils a dit était déplacé et j'aurais dû mieux réagir. Je suis venu parce que, enfin, nous avons préparé beaucoup trop de nourriture et nous ne sommes que deux. Alors je me suis dit que... Il s'interrompit, réalisant à quel point cela pouvait ressembler à de la pitié, à de la charité, exactement ce qui la blesserait le plus. Le visage de Viviane se durcit. « On va très bien. Nous n'avons pas besoin de vos restes. » « Ce ne sont pas des restes, » intervint Sébastien d'une petite voix. « Madame Chen a encore cuisiné beaucoup trop comme toujours, et papa et moi, on s'est dit que peut-être ta fille aimerait bien avoir un peu de dinde après tout. »« On en a trop, vraiment trop, » dit doucement Sébastien. Viviane baissa les yeux vers le petit garçon, et son expression si sincère, et sentit sa résolution vaciller. À travers l'entrebâillement de la porte, Marc aperçut l'intérieur du petit appartement. Une table pliante servait de table à manger, dressée avec 2 assiettes dépareillées. Sur le plan de travail, il vit une casserole de pâtes et une poêle de poulet, leur dîner de Noël. « S'il vous plaît, » dit Marc d'une voix douce, pas comme un geste de charité, mais comme des voisins, comme des êtres humains, partageant une fête. Mon fils et moi, cela fait 3 ans que nous mangeons seuls depuis la mort de ma femme. Et chaque année, nous jetons assez de nourriture pour nourrir 10 personnes. Cela nous ferait vraiment plaisir que vous acceptiez de partager ce repas avec nous. » La mention de sa femme décédée fit vaciller quelque chose dans le regard de Viviane. Elle comprenait la perte, le deuil. Elle décrocha la chaîne et ouvrit la porte un peu plus. « Je suis désolée pour votre femme, » dit-elle doucement. « Je suis désolée pour hier, » répondit Marc. « Nous ne voulions pas vous embarrasser. » Chloé apparut derrière sa mère, ses yeux s'écarquillant en voyant Sébastien. « C'est le garçon du magasin. »« Bonjour, » dit Sébastien timidement. « Je m'appelle Sébastien. On a apporté de la dinde. » Les 2 enfants se fixèrent avec la curiosité sérieuse de ceux qui pressentent une amitié. Enfin, Chloé sourit. « Moi, c'est Chloé. Tu veux voir mon dessin? »« D'accord, » répondit Sébastien. Et juste comme ça, les enfants disparurent dans le petit salon, laissant les adultes debout un peu gênés près de la porte. « Je ne sais pas quoi dire, » avoua Viviane. « C'est très gentil, mais je ne connais même pas votre nom. »« Marc Villiers. Et vraiment vous nous rendriez service. Sébastien n'a cessé de parler de vous et de votre fille depuis hier. Il avait peur de vous avoir contrarié. » Viviane s'effaça pour le laisser entrer. L'appartement était minuscule, mais impeccablement propre. Pas de meubles coûteux, mais tout était rangé avec soin. Des dessins d'enfants couvrirent le réfrigérateur. Une petite étagère débordait de livres usés et d'albums illustrés. C'était modeste, mais plein d'amour, et Marc trouva cet endroit plus accueillant que son immense appartement-terrasse. Ils passèrent l'heure suivante à disposer les plats sur le petit plan de travail de Viviane, à réchauffer les mets, à dresser la table. Marc remarqua la façon méthodique dont elle bougeait, la précision calme de ses gestes, malgré la fatigue visible. Elle avait quitté sa tenue d'aide-soignante pour un jean et un simple pull. Sans l'épuisement qu'elle portait au supermarché, il voyait à quel point elle était jolie, à quel point elle paraissait jeune, malgré le poids de ses responsabilités. Les 4 s'assirent autour de cette table pliante, et pour la première fois depuis 3 ans, Marc Villiers sentit quelque chose comme de la chaleur dans sa poitrine. Sébastien et Chloé bavardaient à l'aise comme seuls les enfants savent l'être. Viviane resta silencieuse au début, encore déboussolée par ce tournant inattendu. Mais peu à peu, elle se détendit. « C'est vraiment bon, » dit Chloé, la bouche pleine de dinde. « Maman, c'est la meilleure dinde du monde. » Les yeux de Viviane se remplirent de larmes, mais elle souriait. « C'est vrai, ma chérie. » Marc croisa son regard à travers la table. « Je suis content qu'on ait pu la partager avec vous. »
Pourquoi votre femme est morte? Demanda Chloé avec la franchise innocente des enfants, et Viviane étouffa un cri. Chloé, ma puce, on ne pose pas ce genre de questions. Mais Marc secoua la tête. Ce n'est pas grave. Elle a eu une crise cardiaque. Elle n'avait que 28 ans. Le médecin a dit que c'était une maladie rare, quelque chose que personne ne savait qu'elle avait. Un jour elle allait bien, et le lendemain, il s'interrompit la gorge serrée. Viviane tendit la main et effleura la sienne. Je suis vraiment désolé. Ça a dû être terrible. Ça l'a été, ça l'est toujours. Sébastien n'avait que 3 ans. Il se souvient à peine d'elle, et c'est peut-être la pire partie. Moi, je me souviens de son sourire, dit Sébastien doucement, et elle sentait les fleurs. Les yeux de Marc s'embuèrent. Oui, elle portait un parfum à la lavande. Mon papa est parti, annonça Chloé, répondant à la confidence de Sébastien par la sienne. Il a dit qu'il ne voulait plus être papa. Viviane rougit. Chloé, ma chérie, c'est privé. Mais c'est vrai, répondit la fillette simplement. Il est parti quand j'avais 5 ans. Je ne me souviens pas beaucoup de lui non plus. Les deux enfants se regardèrent avec une compréhension silencieuse. Ils avaient tous deux perdu un parent, chacun à sa manière. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère plus douce. Viviane parla de son travail à l'hôpital, de la façon dont elle était devenue aide-soignante après avoir quitté l'université quand elle était tombée enceinte. Marc parla de son emploi, minimisant son rôle, disant seulement qu'il travaillait dans la technologie. Il ne mentionna ni son poste de PDG, ni l'argent. Dans ce petit appartement, face à cette mère courageuse, sa richesse lui semblait presque indécente. Quand la soirée tomba, Marc sut qu'il était temps de partir. Sébastien commençait à somnoler la tête lourde, mais lui-même hésitait à s'en aller, à retourner dans son appartement vide, et sa vie sans écho. « Merci », dit Viviane en les raccompagnant. C'était inattendu, mais cela a tout changé. Chloé se souviendra de ce Noël. Sébastien aussi, répondit Marc. Il hésita, puis ajouta. Est-ce que ce serait possible qu'on garde le contact? Sébastien semble beaucoup aimer Chloé et il n'a pas beaucoup d'amis. Viviane réfléchit. Elle devrait dire non. Elle devrait garder ses distances. Cet homme avait surgi dans sa vie, à son moment le plus bas, avait été témoin de sa honte. Et maintenant, il les avait nourries comme si elles étaient des cas de charité. Mais en voyant le visage doux de Sébastien, en constatant combien Chloé paraissait heureuse, elle ne put se résoudre à couper ce lien. « D'accord, dit-elle, on peut échanger nos numéros. Peut-être que les enfants pourront jouer ensemble un de ces jours. » Ils échangèrent leurs numéros, et Marc repartit en se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Dans la voiture, Sébastien dit « Papa, j'aime bien Chloé, et sa maman est gentille. On pourra les revoir. J'espère, mon grand. J'espère vraiment. » Au cours des 2 semaines suivantes, Marc se surprit à penser sans cesse à Viviane. Il lui envoya quelques messages simples polis pour prendre de ses nouvelles et de celles de Chloé. Viviane répondit brièvement, avec courtoisie mais prudence. Elle restait sur la réserve, et il ne pouvait pas lui en vouloir. Puis, par un matin froid de décembre, Marc fit quelque chose d'impulsif. Il se présenta à l'hôpital Sainte-Marie, en se plaignant de douleurs au dos. Ce n'était pas totalement inventé, des années passées assis à son bureau lui avaient laissé quelques raideurs, mais son véritable but était de la voir. Il demanda expressément à être pris en charge par elle, prétendant qu'elle avait déjà aidé un membre de sa famille. La réceptionniste l'orienta vers le service des consultations externes, et 15 minutes plus tard, Viviane entra dans la salle d'examen. Ses yeux s'écarquillèrent en le voyant. « Marc, qu'est-ce que vous faites ici? »« J'ai mal au dos, » répondit-il, tentant de paraître convaincant. « Un problème chronique. Je me suis dit qu'il valait mieux consulter. » Viviane plissa les yeux. Elle n'était pas dupe.
Vous avez mal au dos. Oui, en bas côté droit. Elle s'approcha, reprenant son ton professionnel. Levez-vous. Je vais vérifier votre amplitude de mouvement. Pendant 10 minutes, elle le fit plier, tourner, s'étirer. Et Marc comprit qu'elle le testait. Il avait bien une légère raideur, mais rien qui justifie une consultation en urgence. « Vous allez survivre ?» dit-elle d'un ton sec. Un peu d'étirement et des analgésiques en vente libre devraient en suffire. Je vais vous imprimer une fiche d'exercice. Viviane, attendez, dit Marc en lui saisissant doucement le bras. D'accord, vous avez raison. Mon dos va très bien. Je suis venu pour vous voir. Elle retira son bras. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Parce que je n'arrête pas de penser à vous. Lâcha-t-il avant de le regretter aussitôt. Trop direct, trop tôt. Enfin, je veux dire, je repense à ce jour-là, à ce Noël, à la façon dont vous alliez. Je voulais m'assurer que vous et Chloé alliez bien. L'expression de Viviane s'adoucit légèrement. Nous allons bien, Marc. Nous avons toujours été bien. Ça fait 2 ans qu'on s'en sort et on continuera. Je le sais, vous êtes forte, je l'ai vu. Mais peut-être que vous n'avez pas besoin d'être forte toute seule tout le temps. Elle rit un rire sans joie. Qu'est-ce que vous insinuez? Qu'on est amis maintenant, qu'un homme capable d'acheter une dinde à 80 € sans sourciller comprend quelque chose à ma vie? Non, répondit Marc honnêtement. Je ne comprends pas, mais j'aimerais comprendre. Et puis, Sébastien parle de Chloé tous les jours. Il veut savoir quand il pourra la revoir. Cela la toucha. Le visage de Viviane s'adoucit au souvenir des enfants. C'est vrai, il s'éterne a bien entendu. Il y a un parc près de chez moi, le parc du Rhône. On pourrait y emmener les enfants ce week-end, les laisser jouer un peu. Viviane aurait dû dire non. Tout en elle criait de garder ses distances, de se protéger, de protéger Chloé contre les attachements éphémères. Tout le monde finissait toujours par partir. Mais en pensant au visage illuminé de sa fille quand elle parlait de Sébastien, à ces rares moments où elle semblait juste une enfant heureuse, Viviane se surprit à hocher la tête. Samedi après-midi, 14 heures, juste 1 heure. Le visage de Marc s'éclaira d'un vrai sourire, le premier depuis la mort de Camille. Samedi à 14 heures, j'y serai. En quittant l'hôpital, Marc se sentit comme un adolescent amoureux. C'était ridicule. Il avait 31 ans, PDG, veuf-père. Et pourtant, il se sentait vivant, comme s'il redécouvrait la couleur du monde. Le samedi arriva sous un ciel clair et un froid piquant. Marc et Sébastien arrivèrent au parc du Rhône, à 13h45, bien trop tôt. Marc avait changé de tenue 3 fois avant d'opter pour un jean et une veste décontractée, essayant d'avoir l'air accessible plutôt que riche. Viviane et Chloé arrivèrent pile à 14 heures, et Marc sentit son souffle se couper. Viviane portait un jean et un vieux caban, les cheveux détachés sur ses épaules. Elle avait l'air jeune, fatiguée et magnifique, et Marc comprit soudain qu'il était perdu. Les enfants coururent aussitôt vers l'aire de jeu, laissant les adultes marcher plus lentement derrière eux. 2. Ils s'assirent sur un banc, observant les petits, grimper, glisser et rire. « Merci d'être venu, dit Marc. Je sais que c'est un peu étrange. »« Ça l'est, admit Viviane. Mais Chloé n'arrête pas de parler de Sébastien. Je crois qu'elle a un petit béguin. » Marc rit. « Sébastien aussi. Il m'a demandé si les enfants de 7 ans pouvaient se marier. » Ils éclatèrent de rire tous les deux, et une partie de la tension s'évanouit. Ils parlèrent de choses simples du temps du parc de la ville. Viviane lui demanda quel genre de travail il faisait dans la technologie. Il resta vague, expliquant qu'il gérait des projets pour une entreprise du centre-ville. Ce n'était pas un mensonge, mais ce n'était pas la vérité entière non plus. « Et vous ?» demanda-t-il. « Comment êtes-vous devenue aide-soignante ?» Le visage de Viviane s'assombrit.
J'étais à l'université, je voulais devenir infirmière. Puis je suis tombée enceinte à 20 ans. Le père de Chloé Ryan semblait enthousiaste au début. On a pris un appartement, fait des projets. J'ai interrompu un semestre pour m'occuper du bébé, pensant reprendre plus tard. Mais après la naissance de Chloé, tout a changé. Ryan rentrait de plus en plus tard, manquait le travail. Quand Chloé a eu 2 ans, on croulait sous les factures. J'ai pris ce poste d'aide-soignante pour subvenir à nos besoins et il m'en a voulu. Il disait que je n'étais jamais à la maison, que je ne faisais plus attention à lui. Elle marqua une pause, la mâchoire crispée. Quand Chloé a eu 5 ans, je suis rentré d'une double journée et j'ai trouvé un mot. Il avait tout pris, les objets de valeur vidés, leur compte commun, puis disparu. Le mot disait qu'il ne supportait plus d'être père, qu'il devait se retrouver. « Je n'ai plus jamais eu de nouvelles », ajouta Viviane. « Pas de pension, pas d'appel, rien. Juste parti. » Marc sentit la colère monter en lui. « C'est impardonnable. »« C'est comme ça, » répondit Viviane d'une voix calme, mais il percevait la douleur sous la résignation. « Chloé parle de lui parfois. Je ne sais jamais quoi lui dire. Comment expliquer à un enfant que son père a choisi de partir? »« Vous lui dites la vérité, » murmura Marc. « Que parfois, les gens nous trahissent, que son départ dit tout de sa faiblesse et rien de sa valeur à elle. » Viviane le regarda vraiment, et vit dans ses yeux une compréhension sincère. « Vous êtes un bon père, n'est-ce pas? »« J'essaie. Certains jours sont plus durs que d'autres. Sébastien fait encore des cauchemars parfois. Il rêve de Camille et se réveille et réalise qu'elle n'est plus là. Il me demande pourquoi cette partie et je dois lui expliquer que la mort n'est pas un choix qu'elle ne voulait pas le quitter. Mais comment faire comprendre ça à un enfant de 6 ans? Ils restèrent un moment en silence, côte à côte, 2 êtres abîmés, essayant d'élever leurs enfants tout en portant leur propre deuil. Sur le terrain de jeu, Sébastien et Chloé construisaient un bonhomme de neige avec la fine couche tombée la veille. Leur rire résonnait dans l'air glacé. « Ils sont heureux, » dit doucement Viviane. « Oui, » répondit Marc. « Peut-être qu'on fait quelque chose de bien finalement. » Cette heure au parc devint 2 puis 3. Quand ils se séparèrent enfin, Marc sentit qu'il n'avait pas envie de partir, et il devina que Viviane ressentait la même chose, même si elle s'efforçait de le cacher. Durant le mois suivant, les rencontres au parc devinrent un rituel du samedi. Parfois, ils allaient en boire un chocolat chaud. Ensuite, assis dans un petit café, pendant que les enfants dessinaient avec les crayons que la serveuse leur prêtait. Marc apprit que Viviane adorait lire, même si elle n'en avait presque jamais le temps. Viviane découvrit que Marc jouait du piano, bien qu'il n'y ait plus touché depuis la mort de Camille. Ils s'échangèrent des confidences sur leurs enfants, leur vie et leurs blessures. Marc ne parla jamais de sa richesse. Il venait avec sa berline modeste, portait des vêtements simples, payait les chocolats chauds sans ostentation. Il faisait attention. Tellement attention, car il sentait que si Viviane apprenait la vérité, tout changerait. Elle le verrait différemment, dresserait des murs qu'il s'efforçait patiemment d'abaisser. Il se disait qu'il le lui dirait un jour, mais pas encore. Pas alors que tout allait si bien, si simplement entre eux. Pas alors que Sébastien souriait à nouveau. Pas alors qu'il dormait lui aussi sans cauchemar pour la première fois depuis 3 ans. Pendant ce temps dans l'ombre, Marc préparait autre chose. Il avait organisé une rencontre avec le directeur financier de l'hôpital Sainte-Marie, un contact issu de ses cercles professionnels. Il avait présenté l'idée comme une initiative de responsabilité sociale de son entreprise, un nouveau programme visant à effacer les dettes médicales des employés ayant subi des dépenses catastrophiques liées à la santé de leur famille. Le programme était réel et Marc le finançait entièrement, mais de façon anonyme via la fondation de Villiers Technologies. La première bénéficiaire s'appelait Viviane Tallier.
Ses 43 000 € de dette médicale furent entièrement effacés. Il fit aussi quelques appels à l'administration de l'hôpital Villiers Technologies, faisait don de nouveaux équipements, et dans le cadre de cet accord, il suggéra qu'il révise les grilles salariales du personnel soignant. Peu après, Viviane reçut une promotion aide-soignante principale, avec une augmentation de 30% et des horaires plus stables. Quand Viviane l'appela en larmes de joie, Marc sentit la culpabilité se tordre dans son ventre. « Marc, tu ne vas pas le croire, l'hôpital a effacé ma dette médicale. Apparemment, c'est un nouveau programme pour les employés ayant eu des urgences familiales. Et ils m'ont promu. Je n'ai plus besoin de faire des doubles journées. Je peux enfin dîner avec Chloé tous les soirs. Je peux respirer. Enfin, respirer. C'est incroyable, Viviane. Je suis tellement heureux pour toi. » Et c'était vrai. Mais le mensonge pesait lourd dans sa poitrine. Ils disent que c'est anonyme financé par la fondation d'une entreprise technologique. J'aimerais tellement pouvoir remercier ces gens. Ça change tout, Marc. Tout. Tu le mérites, répondit-il avec sincérité. Tu as tellement travaillé. Tu mérites tout ce qui t'arrive de bon. 3 mois passèrent. L'hiver céda place au printemps. Les rendez-vous du samedi continuèrent, mais devinrent plus que de simples sorties au parc. Parfois, Marc et Sébastien passaient chercher Viviane et Chloé, et ils allaient ensemble à l'Aquarium de Lyon ou au Musée des Sciences. Toujours dans des lieux où Marc pouvait payer sans que cela paraisse extravagant. Toujours attentif à maintenir la fiction d'un homme ordinaire menant une vie ordinaire. Viviane était différente, désormais. La tension constante qui crispait ses traits s'était adoucie. Elle souriait plus librement, riait plus souvent. Elle s'était même offert quelques vêtements neufs avec son premier vrai salaire. Et Marc pensa qu'elle n'avait jamais été aussi belle que ce jour-là, dans cette simple robe bleue qu'elle portait lors d'une de leurs sorties. Ils formaient peu à peu une unité les 4 ensemble. Sébastien appelait Viviane par son prénom à l'aise avec elle. Chloé, de son côté, demandait parfois si Marc pouvait lui lire une histoire avant de dormir quand il les raccompagnait. Et Marc se rendit compte qu'il tombait amoureux. Lentement d'abord, puis tout à coup. Dans la façon dont Viviane rejetait la tête en arrière lorsqu'elle riait. La façon dont elle passait une mèche de cheveux derrière son oreille quand elle était nerveuse. La manière dont elle regardait Chloé avec cet amour farouchement protecteur. La douceur avec laquelle elle écoutait quand il parlait de Camille, sans jalousie, toujours avec compréhension. La façon dont elle avait commencé à lui toucher le bras quand ils discutaient de petits gestes de réconfort et de proximité. Un samedi d'avril, ils emmenèrent tant les enfants au parc du Rhône. Les cerisiers étaient en fleurs, et le parc était plein de familles, profitant du retour du printemps. Ils avaient préparé un pique-nique, et après que les enfants furent partis, jouets Marc et Viviane s'assirent sur une couverture sous les arbres roses. « C'est agréable, » dit Viviane, s'appuyant sur ses mains, le visage tourné vers le soleil. « Je ne me souviens pas de la dernière fois où je me suis sentie aussi détendue. »« Tu as l'air heureuse, » observa Marc. « Je le suis. Ces derniers mois, c'est comme un rêve. Le travail, la dette effacée, le temps que je peux passer avec Chloé. » Elle s'interrompit, le regard tourné vers lui. « Et puis, t'avoir toi et Sébastien dans nos vies, je ne m'y attendais pas. Je ne pensais pas tenir à toi comme ça. » Le cœur de Marc s'emballa. « Je tiens à toi aussi, Viviane, plus que je ne devrais peut-être. » Elle se tourna vers lui. « Qu'est-ce que ça veut dire? » « Ça veut dire que je pense à toi tout le temps. Que le samedi est devenu mon jour préféré, parce que je te vois. Que Sébastien n'est pas le seul à être heureux quand on est ensemble. » Le souffle de Viviane se coupa. « Marc, j'ai peur. J'ai Chloé à protéger. Si c'est juste de l'amitié, d'accord. Mais si c'est autre chose, si on va quelque part, j'ai besoin de le savoir. »
Je ne peux pas laisser Chloé s'attacher à toi si tu comptes partir. Je ne partirai pas, dit Marc d'une voix ferme. Je n'ai pas ressenti ça depuis la mort de Camille. Tu as ramené la lumière dans ma vie, dans celle de Sébastien. Je ne sais pas encore exactement ce que c'est, mais je sais que je ne veux pas que ça s'arrête. Viviane sourit, et ce sourire transforma son visage. Moi non plus, je ne veux pas que ça s'arrête. Marc lui prit la main. Elle tenait parfaitement dans la sienne, petite abîmée par le travail, mais forte. Ils restèrent ainsi, les doigts entrelacés, observant leurs enfants jouer. Et Marc sut qu'il devrait lui dire la vérité, lui dire qui il était vraiment. Mais le moment était si parfait, et il avait si peur de le gâcher. 2 semaines plus tard, tout s'effondra. L'hôpital organisait un gala caritatif pour financer de nouveaux équipements pédiatriques. Tous les employés étaient invités, bien que la participation fût facultative. Viviane n'y était jamais allée auparavant, elle n'en avait ni les moyens ni la tenue. Mais cette année, en tant qu'aide-soignante principale, et avec sa nouvelle stabilité financière, elle décida d'y aller. Elle acheta une robe noire simple mais élégante, dans une grande enseigne, et emprunta des talons à sa voisine. Elle était excitée, nerveuse. Elle avait demandé à Marc de l'accompagner comme cavalier, mais il avait décliné, évoquant un rendez-vous professionnel. Elle avait été déçue mais compréhensive. Ils n'avaient toujours pas défini ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, même si l'attirance entre eux devenait de plus en plus évidente. Le gala se tenait dans la grande salle de réception de l'hôtel du Vieux-Port à Lyon. Viviane arriva, en se sentant à sa place, nulle part entourée de médecins et d'administrateurs en tenue de créateurs. Mais d'autres aides-soignantes étaient là aussi, et elles se regroupèrent, riant, buvant du champagne, admirant les sculptures de glace et le buffet luxueux. La soirée avança rythmée par les discours et les présentations. Puis le directeur de l'hôpital prit la parole pour une annonce spéciale. Ce soir, nous avons l'honneur de reconnaître l'un des philanthropes les plus généreux de Lyon. Son entreprise, Villiers Technologies, a fait don de plus de 2 millions d'euros à l'hôpital Sainte-Marie cette année, finançant notre nouvelle aile pédiatrique, allégeant les dettes médicales de notre personnel et nous dotant d'équipements de pointe. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir le PDG, M. Marc Villiers. La coupe de champagne faillit glisser des mains de Viviane. Marc Villiers, PDG. Elle resta figée, tandis qu'un homme en smoking impeccable montait sur scène. Ce n'était pas n'importe quel homme. C'était son Marc. Son Marc qui portait des jeans usés, qui conduisait une voiture banale. Son Marc qui buvait des chocolats chauds et riait avec les enfants au parc. Sauf que ce Marc-là semblait sorti tout droit de la couverture de Forbes. Cheveux parfaitement coiffés, allure assurée, voix calme et éloquente. Il serra la main du directeur, reçut un trophée, prononça un discours sur la responsabilité sociale des entreprises. Viviane sentit le monde vaciller autour d'elle. Les applaudissements éclataient, mais elle n'entendait rien d'autre que le bourdonnement dans ses oreilles. Le programme d'effacement de dettes, sa promotion, les dons d'équipement, tout s'imbriquait soudain avec une clarté dévastatrice. Il lui avait menti, pendant 4 mois. Par omission peut-être, mais un mensonge tout de même. Il l'avait laissé croire qu'il était un homme ordinaire, l'avait écouté raconter ses difficultés financières, l'avait laissé remercier un mystérieux programme qu'il avait lui-même créé. Il avait manipulé chaque détail contrôlé, chaque issue, pendant qu'elle pensait enfin s'en sortir par ses propres mérites. Elle se sentit malade, humiliée, trahie. Elle posa sa coupe avec des mains tremblantes et se dirigea vers la sortie. Elle avait besoin d'air de silence, de s'éloigner de ce Marc Villiers PDG et bienfaiteur qu'on encensait pour sa générosité. Dehors, la soirée d'avril était fraîche. Viviane s'appuya contre le mur de pierre du bâtiment, le souffle court, le cœur en déroute. 4 mois,
4 mois à se rapprocher, à partager ses peurs les plus profondes, ses espoirs, à tomber amoureuse. Et tout cela reposait sur un mensonge. Viviane. Elle se retourna et vit Marc s'avancer vers elle, toujours en smoking, le visage marqué d'inquiétude. Elle leva la main pour l'arrêter. « Ne t'approche pas. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer. » « Expliquer quoi? » Sa voix était tranchante, cassée. « Expliquer comment tu m'as menti pendant 4 mois, comment tu as manipulé toute ma vie pendant que je croyais enfin réussir seul. Comment tu as fait de moi ton petit projet de charité. » « Ce n'était pas comme ça, » protesta Marc désespéré. « Je n'ai jamais voulu te tromper. Mais tu l'as fait. » Les larmes coulaient de maintenant brûlantes et furieuses. « Tu m'as laissé croire que tu étais quelqu'un d'ordinaire. Tu m'as regardé lutter, compter chaque euro, t'inquiéter de mes factures. Et pendant tout ce temps, tu étais un PDG millionnaire qui tirait les ficelles dans mon dos. Le programme d'effacement de dette, la promotion, c'était toi, n'est-ce pas? » Le silence de Marc fut une réponse suffisante. « Mon Dieu, » murmura Viviane, « je suis tellement stupide. Je croyais que l'hôpital reconnaissait enfin mon travail. Je croyais avoir eu de la chance. Mais tout ça, c'était toi en train de jouer à Dieu avec ma vie. Viviane, s'il te plaît, j'essayais juste de t'aider. Tu te tuais à la tâche. Tu méritais tout cela. Ce n'était pas à toi d'en décider. » Sa voix monta. « Tu ne comprends pas? Tu m'as volé mon autonomie, ma dignité. Je ne t'ai rien demandé. Je ne voulais pas être ton projet de sauvetage. Je voulais réussir par moi-même, et tu m'as volé ça. Je suis tombé amoureux de toi, » lâcha Marc soudain. « C'est pour ça que je ne t'ai rien dit. Au début, je voulais juste aider quelqu'un dans le besoin. Mais ensuite, j'ai appris à te connaître, et tout a changé. J'avais peur que si tu découvrais qui j'étais, tu me verrais autrement, que tu mettrais des murs entre nous. Et j'avais raison, non? Regarde-toi maintenant. Dès que tu as su, tout a changé. » Viviane rit amèrement. « Bien sûr que tout a changé. Tu m'as menti, Marc. Ou, je devrais dire, Monsieur Villiers. Comment veux-tu que je te fasse encore confiance? Comment savoir si quoi que ce soit entre nous était vrai? J'étais juste une distraction, c'est ça. Une petite mère célibataire pour pimenter ta vie de riche. » « Ce n'est pas juste, » dit Marc, la voix serrée de colère. « Je t'ai parlé de Camille, de mon deuil de Sébastien. Rien de tout cela n'était un mensonge. Mes sentiments pour toi non plus. Mais la base sur laquelle il repose, elle l'était, » répondit Viviane doucement. « Tu ne m'as pas laissé le choix. Tu as pris des décisions à ma place. Ce n'est pas de l'amour, Marc, c'est du contrôle. » Elle se détourna, croisant les bras pour se protéger du froid et de la douleur. Derrière eux, les sons du gala résonnaient, étouffés par les murs épais de l'hôtel. « J'ai besoin de temps, » dit-elle enfin. « J'ai besoin de réfléchir, de comprendre ce qui était réel et ce qui n'était qu'un jeu où tu jouais au héros. Viviane, ne fais pas ça. Ne détruis pas ce qu'on a. Ce qu'on a. » Elle le fixa, les yeux rouges. « Je croyais qu'on avait l'honnêteté. Je croyais qu'on était 2 personnes qui comprenaient la douleur de l'autre. Mais je ne sais même plus qui tu es. L'homme dont je suis tombée amoureuse n'existe pas. Ce n'était qu'un rôle que tu jouais. »« Ce n'est pas vrai, » dit Marc, la voix brisée. « Je suis le même homme. L'argent ne change pas ce que je suis. Mais il change tout le reste. » répondit-elle d'un ton glacé. « Je dois y aller. Ne me contacte pas pendant un moment. J'ai besoin d'espace pour comprendre ce que je ressens. » Elle commença à s'éloigner, mais Marc lui saisit doucement le bras. Et Sébastien et Chloé. Ils vont demander pourquoi on ne se voit plus. À la mention des enfants, le visage de Viviane se décomposa. « C'est ça le pire. Tu n'as pas seulement menti à moi. Nos enfants se sont attachés. Chloé me demande tous les jours quand elle pourra revoir Sébastien.
Et maintenant, je dois lui expliquer qu'on ne peut plus les voir, parce que l'homme en qui j'avais confiance a brisé cette confiance. Alors, ne le fais pas, dit Marc avec urgence. Ne punis pas les enfants pour mes erreurs. Continue d'emmener Chloé au parc. Je resterai à distance si tu veux. Mais ne leur enlève pas leur amitié. Viviane retira son bras. J'y réfléchirai. Mais pour l'instant, laisse-moi tranquille. Elle s'éloigna et Marc resta là seul dans son smoking hors de prix, se sentant plus impuissant que le jour où Camille était morte. Au moins cette fois-là, il n'y pouvait rien. Aujourd'hui, il avait détruit tout ce qui comptait dans sa vie de ses propres mains. Les 3 semaines suivantes furent un supplice. Sébastien demandait sans cesse où étaient Viviane et Chloé. Marc tenta d'expliquer qu'elles étaient occupées, qu'elles avaient besoin de temps, mais Sébastien voyait clair dans ses mensonges. « Tu as fâché Viviane, papa, comme tu fâchais maman parfois. » La question innocente lui transperça le cœur. Camille et lui s'étaient disputés comme tous les couples. Et maintenant son fils était assez grand pour se souvenir que parfois les adultes se mettaient en colère, qu'ils avaient besoin d'espace. « Oui, mon grand, j'ai fait une erreur et Viviane est fâchée contre moi. Tu lui as dit pardon. J'ai essayé. Mais parfois, pardon ne suffit pas. » Sébastien réfléchit sérieusement. « Tu devrais réessayer. » Maman disait toujours qu'il faut continuer à essayer quand quelque chose est important. Marc serra son fils dans ses bras, se demandant comment un enfant de 6 ans pouvait être plus sage que lui. « Tu as raison. Je devrais continuer d'essayer. » Pendant ce temps, Viviane vivait son propre enfer. Chloé pleurait chaque soir, demandant à revoir Sébastien. Elle ne comprenait pas pourquoi ils ne pouvaient plus se voir. Viviane tentait d'expliquer que parfois, les adultes ne s'entendaient plus. Mais Chloé, avec la simplicité d'un enfant, demanda « Mais si tu l'aimes et qu'il t'aime, pourquoi tu ne peux pas juste lui pardonner ?» Et Viviane n'avait pas de réponse. Viviane resta éveillée, la nuit prisonnière de sa colère et de sa douleur. Oui, Marc avait menti. Oui, il avait manipulé les circonstances de sa vie. Mais l'avait-il fait par malveillance? Avait-il voulu la contrôler ou simplement l'aider sincèrement? Et sa richesse? Changeait-elle vraiment qui il était? Elle repensa à toutes leurs conversations, à tous les instants partagés. À la façon dont il parlait de Camille avec tant d'amour et de chagrin. À sa patience, sa douceur avec Sébastien, à son regard sur elle, comme si elle était précieuse. Était-ce donc tout du faux? Dans ses moments les plus honnêtes, Viviane reconnut que sa colère n'était pas seulement liée au mensonge. Elle venait aussi de la peur d'être dépassée par son monde à lui. La peur de ne pas être assez, pas assez cultivée, pas assez élégante, pas assez digne. La peur qu'il finisse tôt ou tard par le réaliser et la quitter comme Ryan l'avait fait. Le mensonge lui avait offert un prétexte pour fuir, avant d'être abandonné encore une fois. 3 semaines après le gala, sa voisine frappa à la porte. Madame Patterson, une vieille dame qui vivait dans l'immeuble depuis 40 ans, s'était toujours prise d'affection pour Chloé. « Je déteste déranger ma chérie, » dit-elle, mais Chloé n'arrête pas de dessiner la même chose encore et encore. Elle tendit une feuille 4 bonshommes, se tenant par la main, légendée « Maman Marc, Chloé et Sébastien ». Elle l'a laissée dans le couloir. J'ai pensé que tu devrais la voir. Viviane prit le dessin d'une main tremblante. Chloé en avait fait des dizaines. Elle réalisa que chaque version changeait un peu, mais que les 4 personnages restaient toujours là, main dans la main. « Merci, Madame Patterson. » Cette nuit-là, Viviane prit une décision. Elle appela Marc. Il décrocha dès la première sonnerie. « Viviane. »« Il faut qu'on parle, » dit-elle. « Vraiment parler. Pas crier, pas fuir. Parler. Tu peux venir demain soir quand Chloé sera couchée. »« Oui, » répondit Marc aussitôt.
Ouais, je viendrai. Merci de me donner une chance. Le lendemain soir, Marc arriva à 19h30 après le coucher de Chloé. Viviane avait passé la journée à réfléchir à ce qu'elle voulait dire. Elle avait préparé du thé qu'aucun des deux ne but. Ils s'assirent sur le petit canapé, gardant une distance prudente. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença Viviane, « à ce qui s'est passé, à ma réaction. Et j'ai compris que si je suis en colère à cause du mensonge, ce qui me fait le plus peur, c'est le déséquilibre. Tu as tellement d'argent, tellement de pouvoir, et moi, je n'ai rien. Comment construire quelque chose de vrai quand tout est si inégal? » Marc hocha lentement la tête. « Je comprends cette peur. Et tu as raison, j'ai tout mal géré. J'aurais dû être honnête, dès le début. J'ai eu peur, j'ai été lâche. Je suis désolé. Mais, Viviane, l'argent ce n'est que de l'argent. Il ne me définit pas plus que ta situation financière ne te définit toi. Quand je suis avec toi, je ne suis pas un PDG. Je suis juste Marc, un père veuf qui essaie d'apprendre à vivre à nouveau. » « Mais tu n'es pas juste Marc, » répliqua Viviane. « Tu es Marc Villiers, PDG, d'une entreprise qui vaut des millions. Tu vis dans un monde que je ne peux même pas imaginer. Que se passera-t-il quand tu en auras assez de fréquenter une simple aide-soignante? Quand tu réaliseras que je t'embarrasse devant tes amis riches? » « Jamais, » répondit Marc avec force. « Ces gens ne comptent pas pour moi. Mon entreprise ne compte pas. Ce n'est qu'un travail. Mais toi, tu es réel. Tu as traversé l'enfer et tu es encore debout. Tu as élevé une fille incroyable seule. Tu travailles plus dur que n'importe qui. Je ne t'aime pas malgré ce que tu es, Viviane. Je t'aime à cause de ce que tu es. » Viviane sentit les larmes lui monter aux yeux. « Je veux y croire, mais tu dois comprendre. J'ai déjà été abandonné. Ryan est parti parce qu'être avec moi, être père, c'était trop dur. Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire la même chose une fois la nouveauté passée? » Marc se rapprocha, lui prit la main. « Je ne peux pas te prouver que je ne te blesserai jamais. Je ne peux pas promettre de ne pas faire d'erreur. Mais je peux te promettre de ne jamais t'abandonner toi ni Chloé. Je sais ce que c'est perdre quelqu'un. Et je ne ferai jamais subir cette douleur volontairement. » Il marqua une pause. « Et tu dois savoir quelque chose. Quand Camille est morte, j'ai cessé d'exister. Pendant 3 ans, j'ai survécu sans vivre. J'étais là pour Sébastien, mais seulement physiquement. À l'intérieur, j'étais vide. Te rencontrer, apprendre à te connaître, ça m'a réveillé. Tu m'as rendu la vie. Et ça, ce n'est pas rien, c'est tout. » Viviane baissa les yeux vers leurs mains enlacées. « Je suis tombée amoureuse de toi, » murmura-t-elle. « C'est pour ça que ça m'a tant blessée. Je m'étais juré de ne plus jamais refaire ça, de ne plus risquer mon cœur, ni exposer Chloé à une nouvelle blessure, et pourtant j'ai replongé. Et quand j'ai découvert le mensonge, j'ai cru voir la preuve de mes pires peurs, que j'étais encore une idiote. »« Tu n'es pas une idiote, » dit Marc d'une voix pleine d'émotion. « Tu es courageuse, forte, exceptionnelle. Et moi aussi, je suis tombé amoureux de toi, si fort que ça m'effraie. Je n'avais pas ressenti ça depuis Camille. Je ne pensais même plus que c'était possible. Mais te voilà, et je t'aime. J'aime ta force, ta détermination, ton amour farouche pour Chloé. J'aime la façon dont tu me fais rire, dont tu me vois tel que je suis. Tu me donnes envie d'être meilleur. Je t'aime, Viviane Tallier. » Les mots restèrent suspendus entre eux, lourds de sens et de promesses. Et Viviane sentit quelque chose se desserrer dans sa poitrine, le nœud de peur et de colère commençait enfin à se dénouer. « Je t'aime aussi, » dit enfin Viviane, d'une voix tremblante mais sincère. « Mais Marc, si on fait ça, si on essaie vraiment de construire quelque chose, tu dois me promettre une chose. Plus de secrets, plus de décisions prises dans mon dos. On décide ensemble, en égaux.
Je me fiche de ton argent, je veux juste de l'honnêteté. Je te le promets, répondit Marc. Une honnêteté totale, plus de secrets. Il marqua une pause, puis ajouta avec un léger sourire. Mais je dois t'avouer une chose, je suis devenu fou sans toi. Et Sébastien n'arrête pas de parler de Chloé. Tous les jours, sans exception. Il lui a même fait un dessin. Il est dans ma voiture, c'est eux deux au parc, et il a écrit dessus. Tu me manques, avec son écriture de petit garçon de 6 ans. Viviane rit à travers ses larmes. Chloé n'a pas fait mieux. Elle a dessiné au moins 50 dessins de nous quatre. Notre appartement est tapissé avec. Nous quatre, répéta doucement Marc. J'aime bien le son de ça. Moi aussi, admit Viviane. Ça me fait peur, mais j'aime ça. Marc lui serra la main. On prendra les choses doucement. On n'avancera pas à pas ensemble. Pas de pression, pas d'attente. Juste nous honnêtes en train d'essayer de faire de notre mieux. Viviane hocha la tête, puis à sa propre surprise, se pencha vers lui et l'embrassa. C'était doux hésitant, leur premier baiser, après des mois de rapprochement silencieux. La main de Marc se posa sur sa joue avec une délicatesse presque sacrée. Quand ils se séparèrent, tous deux souriaient. « Alors, dit Marc, la voix encore émue, je peux dire aux enfants qu'ils peuvent se revoir. Parce que c'est l'anniversaire de Sébastien la semaine prochaine, et tout ce qu'il veut, c'est que Chloé soit là. » « Oui, dit Viviane, on peut leur dire. Mais Marc, je suis sérieuse, doucement. J'ai besoin de te refaire confiance, et ça prendra du temps. »« J'ai tout le temps du monde, » assura Marc. « Pour toi, j'attendrai toujours. » Le samedi suivant, ils se retrouvèrent au parc. Quand Chloé aperçut Sébastien, elle courut vers lui et le serra fort dans ses bras. « Tu m'as manqué » s'exclama-t-elle. « Toi aussi » répondit Sébastien. « Papa a dit qu'on avait eu un désaccord, mais que c'est réglé maintenant. »« Maman m'a dit la même chose » fit Chloé. « Les adultes sont bizarres. »« Ouais » approuva Sébastien. « Mais je suis content qu'on soit de nouveau amis. » Marc et Viviane les regardaient jouer debout, côte à côte, sans se toucher, apprenant encore à se retrouver. « Un jour à la fois, » dit Viviane. « Un jour à la fois, » répéta Marc. Au fil des mois, ils reconstruisirent leur relation sur un socle d'honnêteté. Marc invita Viviane à visiter son appartement en attique. Elle fut d'abord intimidée par le luxe, les grandes baies vitrées donnant sur Lyon, le mobilier design, le silence feutré. Mais Marc lui montra que ce n'était qu'un lieu, que ce n'était que des objets. Ce qui comptait, c'étaient les gens qui y vivaient. Viviane, de son côté, l'invita à venir la voir à l'hôpital. Elle le présenta à ses collègues, lui fit découvrir son quotidien, et il la rencontra comme une égale, non comme la bienfaitrice de son entreprise. Peu à peu, elle commença à croire qu'il se moquait réellement des différences sociales entre eux. Ils commencèrent à sortir en tête-à-tête pendant que Madame Patterson gardait les enfants. Des restaurants chics où Marc dut lui apprendre quel couvert utiliser et où Viviane riait d'elle-même au lieu d'en avoir honte. Des pistes de bowling et des petits bars où Marc se révéla catastrophique, tandis que Viviane, elle excellait, et où le rapport de force s'équilibrait. Il se redécouvrait cette fois, sans mensonge, sans façade. Les cauchemars de Sébastien à propos de sa mère s'espacèrent. Il parlait encore de Camille, bien sûr, mais la douleur accablante s'était apaisée. La présence de Viviane dans sa vie ne remplaçait pas sa mère. Elle lui montrait simplement que l'amour pouvait prendre plusieurs formes, que la famille pouvait aussi se construire. Chloé, elle, s'épanouissait sous l'attention de Marc. Il l'aidait à faire ses devoirs, venait à ses spectacles d'école, la traitait exactement comme il traitait Sébastien. Pour la première fois de sa vie, elle avait une figure paternelle qui restait, qui tenait ses promesses. 6 mois après leur réconciliation, Marc et Viviane dînaient dans l'appartement de celui-ci,
pendant que les enfants regardaient un dessin animé dans le salon. Ils venaient de finir leur repas lorsque Marc déclara « J'aimerais te demander quelque chose. » Le cœur de Viviane fit un bond. « D'accord. Emménage avec moi. Toi et Chloé, venez vivre ici. » Les yeux de Viviane s'écarquillèrent. « Marc, c'est une énorme décision. » « Je sais. Mais Viviane, on est là chaque week-end de toute façon. Sébastien et Chloé demandent tout le temps pourquoi on ne vit pas ensemble. Et je ne veux plus perdre de temps. La vie est courte. La mort de Camille me l'a appris. Quand on trouve quelque chose de vrai de précieux, on s'y accroche. Et Chloé, son école, ses amis, mon trajet pour aller au travail. Il y a une excellente école à 3 rues d'ici. J'ai vérifié. Et l'hôpital est plus proche d'ici que de ton appartement. Pour ses amis, elle pourra toujours les voir. On s'arrangera. Mais, Viviane, il faut que tu saches, ce n'est pas une question de moi qui te prend en charge. C'est une question de nous qui construisons ensemble. En égaux, je t'aime et j'aime Chloé. Faisons-en une vraie famille. Les larmes montèrent aux yeux de Viviane. Je t'aime aussi. Et, d'accord, on emménage. Mais Marc, je paie un loyer. Même si c'est ton appartement, je veux participer. Marc sourit. Et si au lieu du loyer, tu t'occupais des courses? Je suis un désastre total en supermarché. J'achète plein de trucs bio hors de prix et la moitié finit à la poubelle. Viviane éclata de rire. Marché conclu. Je suis imbattable en planification de repas et en bon plan. Parfait. Tu vois, des partenaires égaux. Tu apportes ce qui me manque. Ils annoncèrent la nouvelle aux enfants ce soir-là. Sébastien et Chloé se mirent à hurler de joie, sautant dans tous les sens et serrant leurs parents dans leurs bras. « On va être une vraie famille !» cria Chloé. Viviane la prit dans ses bras. « On l'est déjà, ma chérie », murmura-t-elle avec un sourire. « On l'est déjà. » Le déménagement eut lieu au cours du mois suivant. Viviane donna son préavis, emballa leurs modestes affaires. Marc insista pour qu'elle garde tout. « On trouvera bien de la place pour tout ça », dit-il. Leurs meubles usés se mêlèrent aux pièces luxueuses de Marc, créant un intérieur unique à leur image. Les dessins de Chloé furent accrochés au mur à côté de ceux de Sébastien. Les livres de Viviane prirent place sur une étagère, à côté des ouvrages de gestion et d'économie de Marc. Ce ne fut pas toujours facile. Ils eurent des désaccords sur l'éducation des enfants, sur l'argent, sur la vaisselle. Viviane eut du mal à accepter l'aide, à s'habituer à tant d'espace, à tant de ressources. Marc lui luttait contre son réflexe de vouloir tout réparer, de régler les problèmes à coups de cartes bancaires plutôt qu'en dialogue. Mais ils affrontèrent cela ensemble. Ils suivirent une thérapie de couple déterminée à construire quelque chose de solide. Ils apprirent à parler vraiment, à exprimer leurs peurs et leurs espoirs, à se disputer sans se blesser, à s'excuser sincèrement, à devenir une équipe. Puis arriva la fête des récoltes, un an jour pour jour, après cette rencontre inoubliable au supermarché. Cette fois, ils étaient dans la grande cuisine de Marc. Tous les 4 cuisinaient ensemble. Sébastien et Chloé essayaient de préparer une sauce aux érelles, mais plus de baies finissaient sur le sol que dans la casserole. Marc se battait avec la dinde, pendant que Viviane réalisait sa fameuse farce maison. « Tu te souviens de l'an dernier ?» demanda Viviane, appuyée contre le plan de travail, un verre de vin à la main. « Quand je n'avais même pas les moyens d'acheter une dinde ?»« Je m'en souviens, » répondit Marc en levant les yeux de la volaille. « Je me souviens avoir pensé que mon fils avait été cruel en le disant tout haut. Mais en réalité, Sébastien, ce que tu as fait ce jour-là était extraordinaire. Tu as vu quelqu'un dans le besoin et tu as voulu l'aider. » Sébastien leva les yeux sérieux. « C'est pour ça que tu les as aidés, papa. Parce que j'ai dit quelque chose. »« Oui et non, » répondit Marc honnêtement. « Tu m'as ouvert les yeux.
Mais j'ai continué à aider, parce que je suis tombé amoureux d'elles, de toutes les deux. Je suis content que tu les as fait, dit Sébastien simplement. Parce que maintenant, j'ai une maman à nouveau. Pas comme ma vraie maman, mais une autre. Une maman différente. Une maman qui est là. Les yeux de Viviane se remplirent de larmes. Elle posa son verre et prit Sébastien dans ses bras. Oh mon cœur, je t'aime tellement. Et tu as raison. Je ne suis pas ta première maman, mais je suis honoré d'être ta deuxième. Chloé les rejoignit, s'incrustant dans l'étreinte. Et moi maintenant, j'ai un papa qui ne part pas. Marc les entoura tous les trois de ses bras. Ils restèrent ainsi, dans la cuisine, oubliant la sauce la dinde, tout le reste juste uni. Plus tard, ils s'assirent autour de la table. Marc leva son verre. « Je veux porter un toast. Il y a 1 an, j'étais perdu. Je vivais sans vivre. Sébastien et moi, on se noyait dans le chagrin. Et puis, un petit garçon de 6 ans a dit une phrase honnête dans un supermarché, et tout a changé. » Il tourna son regard vers Viviane, les yeux pleins de tendresse. « Tu as changé ma vie. Tu m'as prouvé qu'on pouvait aimer de nouveau, vivre de nouveau. Tu m'as appris que la famille, ce n'est pas seulement une question de sang ou de papiers officiels. C'est une question de choix chaque jour. Tu me choisis même quand je suis imparfait. Et moi, je te choisis aussi. » Viviane leva à son tour son verre, la voix chargée d'émotion. « Il y a 1 an, j'ai connu la honte dans ce même supermarché. Je croyais vivre le pire moment de ma vie. Mais c'est ce moment-là qui m'a mené à la plus belle chose qui me soit arrivée. Tu ne m'as pas seulement offert la sécurité, Marc. Tu m'as offert un vrai partenariat. Tu as donné à Chloé un père. Tu nous as donné un foyer. Et tu m'as appris que j'étais digne d'amour. Que demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse. » Elle regarda les enfants. Sébastien, Chloé. « Vous deux, vous êtes le ciment de tout ça. Votre amitié, votre affection, c'est le fondement de notre famille. N'oubliez jamais à quel point vous êtes spéciaux. »« À la famille, » dit Marc. « Aux secondes chances, » ajouta Viviane. « À la dinde, » cria Sébastien, déclenchant un éclat de rire général. Ils entrechoquèrent leurs verres, même les enfants, avec leur jus de pomme, et attaquèrent le festin. La nourriture était délicieuse, la conversation animée. À un moment, Chloé renversa son verre et au lieu de paniquer, tout le monde éclata de rire avant de nettoyer ensemble. Après le repas, ils allèrent s'installer dans le salon. Les enfants repus et somnolents s'emmitouflèrent sur le canapé. Marc lança un film léger et prit Viviane contre lui. Elle posa la tête sur son épaule, emplie d'une paix qu'elle n'aurait jamais cru possible. « Merci, » murmura-t-elle. « Pourquoi? Pour m'avoir vu ce jour-là, pour ne pas avoir détourné le regard, pour avoir cru en nous. Merci de m'avoir donné une seconde chance, même après mes erreurs. » Marc sourit. « Et merci à toi de m'avoir pardonné. Et de t'aimer toujours, » promit Viviane. Alors que le film tournait et que les enfants s'endormaient, Marc regarda autour de lui. Son salon était en désordre, encombré de jouets de dessins de vie. 1 an plus tôt, il était immaculé, froid, vide. Aujourd'hui, il débordait de chaleur. C'était un vrai foyer. Son regard tomba sur une photo posée sur la cheminée Camille, tenant dans ses bras le petit Sébastien, le sourire radieux. Il l'avait gardé là, et Viviane ne lui avait jamais demandé de l'enlever. Elle avait compris que Camille ferait toujours partie de leur famille honorée, aimée. « Elle serait heureuse pour nous, » dit doucement Viviane, suivant son regard. « Ta Camille. Elle serait contente que Sébastien ait quelqu'un pour l'aimer. » Marc hocha la tête, les yeux brillants. « Oui, » murmura-t-il, « elle le serait. » Elle disait toujours que la vie est faite pour être vécue, pas pour s'en cacher. Je l'avais oublié un temps.
mais tu me l'as rappelé. » Le film se termina et ils portèrent les enfants endormis dans leurs chambres respectives. La chambre de Sébastien était restée la sienne, pleine de ses jouets et de ses affiches. Mais celle de Chloé, juste à côté, avait été repeinte dans sa couleur préférée, un violet doux et décorée de ses dessins de ses livres et de ses pluches. Souvent, les deux enfants finissaient par se retrouver dans la même pièce en soirée pyjama, riant à voix basse jusqu'à s'endormir. Marc et Viviane les bordèrent soigneusement, déposant un baiser sur chaque front. Puis ils se retirèrent dans leur chambre, à eux la grande suite qu'ils partageaient désormais. Allongés côte à côte, Viviane murmura « Je n'aurais jamais cru que ma vie ressemblerait à ça. Il y a un an, j'étais à une crise, près de tout perdre. Aujourd'hui, j'ai tout. » « Nous avons tout, » corrigea doucement Marc. « Ensemble, » confirma Viviane, se blottissant contre lui. Dehors, les lumières de Lyon scintillaient dans la nuit d'hiver. Ailleurs dans la ville, d'autres familles se débattaient encore. D'autres mères, seules, comptaient chaque euro d'autres enfants, rêvaient de jours meilleurs. Marc et Viviane ne pouvaient pas sauver tout le monde, mais ils s'étaient trouvés et ils avaient bâti quelque chose de beau à partir d'un instant d'humiliation publique et de douleur intime. Le lendemain, ils se lèveraient et recommenceraient à la cuisine et le ménage. Les trajets d'école, les réunions, les rires et parfois les larmes, toutes ces choses banales, magnifiques et exigeantes qui forment une vie. Une famille. Leur famille. Mais pour l'instant, ils dormaient enlacés, reconnaissants pour les secondes chances. Et pour l'observation honnête d'un petit garçon de 6 ans qui un jour avait dit « Papa, elle ne peut pas acheter de dinde pour sa fille. » Ces mots avaient tout changé. Ces mots les avaient ramenés à la maison. Les semaines qui suivirent cette fête apportèrent un nouveau rythme à leur famille recomposée. Décembre arriva avec ses vents froids et ses nuits précoces, mais dans le vaste appartement, la chaleur régnait. Marc avait toujours redouté les fêtes depuis la mort de Camille. Mais cette année, c'était différent. Cette année, il avait une raison de célébrer. Un samedi matin, Viviane se réveilla tôt et trouva Marc déjà levé, assis au comptoir de la cuisine avec son ordinateur portable et une tasse de café. Elle s'approcha pieds nus en pyjama, savourant encore le luxe de pouvoir dormir tard les week-ends, un privilège nouveau depuis qu'elle ne faisait plus de double journée. « Tu es debout de bonne heure, » dit-elle en passant les bras autour de lui et en déposant un baiser sur sa tête. Marc se pencha contre son étreinte. « Je n'arrivais pas à dormir. Je réfléchissais à quelque chose. »« Je dois m'inquiéter ?» demanda Viviane en allant s'asseoir à côté de lui, sa tasse de café à la main. « Non, rien de grave. Au contraire, j'espère que c'est quelque chose de bien. » Il tourna l'écran vers elle. Apparut le site d'une fondation Camille Villiers, pour le soutien aux familles. « J'y travaille depuis quelques semaines, » expliqua-t-il. « C'est une fondation dédiée à aider les parents seuls qui se battent contre les dettes médicales et les difficultés financières. » Les yeux de Viviane s'écarquillèrent en lisant la page. « Marc, c'est incroyable. Je voulais faire quelque chose de significatif avec l'argent. Quelque chose qui honore la mémoire de Camille, tout en aidant des gens comme toi, comme nous. Mais cette fois, je veux le faire correctement, de façon transparente, respectueuse et surtout sans contrôle caché ni secret. » Il la regarda un peu nerveux. « J'espérais que tu accepterais d'y participer, siéger au conseil par exemple, pour m'aider à comprendre ce dont les parents isolés ont vraiment besoin, pas ce que les gens riches pensent qu'ils veulent. » Des larmes montèrent aux yeux de Viviane. « Tu veux mon avis? Bien sûr, Viviane. Tu as vécu tout cela. Tu sais ce que c'est que de travailler jour et nuit sans jamais joindre les deux bouts de devoir choisir entre la facture d'électricité et les médicaments de ton enfant.
Ton expérience est inestimable. Il esquissa un sourire. Et je te le promets, plus de secrets, plus de décisions prises sans en parler. Cette fondation pourra aider des milliers de familles. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui les comprend vraiment pour la guider. Viviane posa sa tasse et prit les mains de Marc. Ce serait un honneur, vraiment. Camille devait être une femme extraordinaire. C'est une si belle façon de lui rendre hommage. Marc serra ses doigts. Elle l'était, et tu sais quoi? Je crois qu'elle t'aurait beaucoup aimé. Vous avez cette même détermination, cette façon de refuser de plier face à la vie. Sébastien avait raison ce soir-là, tu es une maman différente, mais une maman qui est là. Camille aurait apprécié ça. Tu ne cherches pas à la remplacer, tu veux juste aimer son fils et construire quelque chose de nouveau. Viviane répondit doucement. Je l'aime comme s'il était le mien. Ces deux enfants sont à moi désormais, dans tout ce qui compte vraiment. Ils restèrent un moment silencieux, leurs mains jointes, regardant le soleil d'hiver se lever sur le port. Puis Sébastien apparut traînant sa couverture derrière lui, suivi de près par Chloé. « Pourquoi vous êtes debout si tôt ?» marmonna Sébastien, frottant ses yeux. « Oui, c'est samedi », ajouta Chloé, en grimpant sur les genoux de Viviane, bien qu'elle devienne un peu grande pour ça. « On parlait juste de choses de grand », répondit Marc en refermant l'ordinateur. « Mais maintenant que vous êtes réveillés, qui veut des crêpes? »« Moi !» crièrent-ils en chœur. Marc sortit le mélange à crêpes pendant que Viviane coupait des fruits. Et bientôt, la cuisine s'emplit du bruit familier et joyeux d'une vraie maison, le cliquetis des assiettes, les éclats de rire, l'odeur du beurre chaud, la douce cacophonie d'une famille réunie. Sébastien insista pour retourner les crêpes, lui-même résultat. L'une tomba par terre, provoquant un éclat de rire général. Chloé, concentrée, dressait la table avec soin, la langue entre les dents, alignant serviettes et fourchettes comme une petite chef. Après le petit déjeuner, alors qu'ils rangèrent la cuisine ensemble, Chloé lança d'un ton léger. « Emma, à l'école, m'a demandé si Marc était mon vrai papa maintenant. » La cuisine se figea. Les mains de Viviane s'immobilisèrent dans l'eau savonneuse. Marc resta immobile, un torchon à la main. C'était un terrain délicat qu'ils avaient appris à aborder avec prudence. « Et qu'est-ce que tu lui as répondu ?» demanda doucement Viviane. Chloé haussa les épaules, l'air serein. « Je lui ai dit que mon premier papa s'est parti, mais que Marc c'est mon papa maintenant. Il fait tout ce qu'un papa fait. Il me lit des histoires. Il m'aide pour les devoirs. Il vient à l'école. Alors oui, c'est mon vrai papa. » Marc dut se détourner submergé par l'émotion. Viviane posa une main sur son épaule. Il la couvrit de la sienne et prit un instant pour se reprendre. Puis il se mit à genoux devant Chloé. « Chloé, je veux que tu saches une chose. Le départ de ton père biologique n'a rien à voir avec toi. Tu es intelligente, drôle, gentille et pleine d'imagination. N'importe quel homme serait honoré d'être ton papa. C'est lui qui a perdu quelque chose, pas toi. Mais si tu veux que je sois ton père, je serai le plus fier des hommes de porter ce titre. Tu as déjà conquis tout mon cœur. » Chloé lui sauta au cou. « Tu es mon papa, mon vrai papa, celui qui reste. » Sébastien les rejoignit et les serra dans ses bras. « Et Viviane, c'est ma vraie maman. On est tous vrais. On est une vraie famille. » Viviane les enveloppa à son tour. Et les quatre restèrent ainsi, debout dans la cuisine, unis dans cette certitude. La famille, ce n'est pas seulement celle qu'on reçoit à la naissance, c'est celle qu'on construit. Cet après-midi-là, ils allèrent patiner sur la grande patinoire en plein air du centre-ville. C'était une première pour tous, et ils étaient catastrophiques. Marc tomba tant de fois que d'autres patineurs lui proposèrent une chaise. Viviane s'accrochait à la rambarde, riant tellement qu'elle en perdait l'équilibre.
Sébastien et Chloé tentèrent de se tenir la main, mais finissaient le plus souvent en un tas emmêlé sur la glace. Et pourtant, ils étaient heureux follement maladroitement, parfaitement heureux. Après, ils burent un chocolat chaud, réchauffant leurs doigts engourdis. Un photographe s'approcha. « Excusez-moi, accepteriez-vous que je vous prenne en photo? Je prépare une série pour un magazine local sur les familles de Lyon, des instants de joie pendant les fêtes. Vous quatre, vous dégagez quelque chose de très fort. » Le premier réflexe de Marc fut de refuser. Il avait passé des années à éviter la presse, à cloisonner sa vie privée. Mais il regarda Viviane, Sébastien, Chloé, leur famille, et réalisa qu'il n'avait plus peur, plus honte. « Qu'en penses-tu » demanda-t-il à Viviane. Elle sourit. « Je pense qu'on n'a rien à cacher. On est une famille. Montrons-le au monde. » Le photographe les installa sur un banc, emmitouflés dans leurs manteaux d'hiver, la silhouette de la ville en arrière-plan. Marc et Viviane au centre, chacun un bras autour d'un enfant, tous les quatre souriant sincèrement. Un instant suspendu, vrai gagné à force d'amour et de courage. « Parfait, » dit la photographe en leur montrant l'écran. « On voit vraiment l'amour entre vous. » Plus tard cette semaine-là, Marc eut une réunion à son bureau. En tant que PDG, il s'était fait discret ces derniers mois, laissant ses directeurs gérer le quotidien pour se concentrer sur sa famille. Mais certaines décisions nécessitaient encore son aval. Son assistante entra une pile de dossiers à la main et un sourire complice. « Vous avez changé, Monsieur Villiers. Vous avez l'air heureux. » Marc leva les yeux. « Je le suis, Jeanne. Plus heureux que je ne l'ai été depuis des années. Ça se voit. Tout le monde ici l'a remarqué. Vous souriez maintenant. Ça fait du bien à voir. » Quand elle sortit, Marc resta pensif. Il y a 1 an, ce bureau était son refuge, le seul endroit où il se sentait en contrôle. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un lieu de travail. Sa vraie vie était ailleurs à la maison avec Viviane et les enfants. Il prit alors une décision. Il embaucherait un président pour diriger les opérations quotidiennes de Villiers Technologies. Lui resterait président du conseil, mais se retirerait du rôle de PDG. Il voulait plus de temps pour sa famille. Être là pour chaque instant, chaque étape. La vie était trop courte, trop précieuse pour la passer enchaînée à un bureau. Quand il annonça la nouvelle à Viviane ce soir-là, elle fut touchée, mais inquiète. « Tu en es sûr? Je ne veux pas que tu renonces à quelque chose d'important à cause de nous. » « C'est vous ce qui est important, » répondit Marc sans hésiter. « L'entreprise ira très bien sans moi au quotidien. Mais Sébastien et Chloé, eux, ne seront jeunes qu'une fois. J'ai déjà manqué trop de choses après la mort de Camille. Je ne veux plus rater un seul moment les spectacles, les réunions d'école, les matchs, les dîners les dimanches. Je veux une vie, pas seulement une carrière. » Viviane l'embrassa tendrement. « Alors je te soutiens complètement. Et pour ce que ça vaut, je crois que Camille serait fière. Tu choisis l'amour. Tu choisis d'être présent. » À l'approche de Noël, ils décidèrent d'inventer leur propre tradition familiale. Ils se rendirent dans une ferme de sapins et laissèrent Sébastien et Chloé choisir l'arbre parfait, un énorme sapin Douglas qui entrait à peine dans l'appartement. Ils passèrent la soirée à le décorer ensemble, suspendant des ornements qui représentaient à la fois leur passé et leur présent. Des boules anciennes de Camille, de petits cœurs en papier faits par les enfants, et une étoile dorée que Viviane plaça tout en haut pendant que Marc tenait l'échelle. La lumière du sapin se reflétait dans leurs yeux, illuminant un foyer né d'une rencontre improbable et d'un simple geste de bonté dans un supermarché 1 an plus tôt. L'ange préféré de Camille trôna au sommet du sapin, mais de nouvelles décorations symboles de leur famille recomposées vinrent enrichir la collection. Le matin de Noël, ils furent réveillés par les cris de joie des enfants. Sous le sapin des cadeaux pour chacun. Mais le plus beau présent, c'était de voir les visages de Sébastien et Chloé s'illuminer conscients,
qu'ils étaient tous deux aimés pleinement sans différence. Viviane observa Marc, qui aidait Sébastien à assembler un jouet compliqué. Sa patience semblait infinie, et son amour se lisait dans chacun de ses gestes. Elle repensa au chemin parcouru de cette humiliation dans le supermarché à ce matin de Noël parfait. Chaque épreuve, chaque larme, chaque doute les avait menés jusqu'ici. « À quoi tu penses ?» demanda Marc en la surprenant du regard. « Juste que je suis reconnaissante, » répondit Viviane. « Pour tout, même pour les moments difficiles, parce qu'ils nous ont conduits ici. » « Moi aussi, » dit Marc en souriant. « La plus belle catastrophe de fête que j'ai jamais eue. » Ils éclatèrent de rire, et les enfants les imitèrent, sans savoir pourquoi remplissant l'appartement, du son d'une véritable famille, celui de l'amour du foyer de la vie. Dehors, la neige commença à tomber sur Lyon, recouvrant la ville d'un manteau blanc. Mais, à l'intérieur, la chaleur, la tendresse et les secondes chances fleurissaient comme un printemps au cœur de l'hiver, prouvant que parfois, les plus belles choses naissent des endroits les plus brisés. Nous serions ravis de connaître votre avis sur cette belle histoire d'amour. Dites-nous ce que vous en avez pensé, où vous nous regardez depuis, et donnez une note de 0 à 10 si cette histoire a touché votre cœur. Et si vous avez aimé ce récit, plein d'émotions et de surprises, pensez à laisser un « j'aime » et à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines histoires à venir. À très bientôt.